Bonjour, je suis Élodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine de la toute première édition du Podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animatrices et animateurs de podcasts se mobilisent pour mettre en lumière le monde associatif. Et il était naturel que Ça part en vrille y participe. Pour cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Laurent Granier, directeur pédagogique de l'association Stop VEO, Enfance sans violence. Pourquoi avoir choisi Stop VEO ? Parce que si ce podcast existe, c'est bien pour les enfants. Et oui, aider tous les adultes qui évoluent autour des enfants, moi y compris, à changer de paradigme en toute bienveillance. Informer, soutenir, aider inconditionnellement. Accrochez vos ceintures. Laurent de Stop VEO part en vrille et ça peut décoiffer. Bonjour Laurent, je te remercie de venir à mon micro aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir, surtout dans le contexte un peu particulier de cet épisode, puisque nous faisons aujourd'hui un épisode dans le cadre du Podcaston et l'idée est de venir mettre en lumière et soutenir l'association Stop VEO. Je vais te laisser te présenter si tu le veux bien. Oui, entendu. Merci Elodie pour l'invitation. Je suis très ravi de pouvoir participer à cette émission du coup. Je me présente, donc je m'appelle Laurent Granier, j'ai 48 ans, j'ai 2 enfants, 2 garçons, un de 17 ans qui passe le bac et le second qui a 10 ans, qui est au CM2, voilà, et qui va passer l'année prochaine en 6e. Voilà. 2 étapes importantes pour les garçons. Oui, et puis des moments aussi un petit peu charnières, comme on dit. Parce que l'engagement de passer à une étape supérieure est parfois source de stress, parfois. Moi, je le vois un peu pour le grand. Et à la fois, aussi, c'est le grand saut un peu. Voilà, le post-bac, c'est un peu le grand saut quand même. C'est la vie d'adulte qui arrive. Voilà, c'est ça. Puis pour le second, après, il suit un peu les traces de son frère aussi et j'ai pas l'impression qu'il a peur de quoi que ce soit, en fait. Donc, on va dire que Plutôt bon signe. voilà, c'est plutôt bon signe. Du coup, et je suis très content que ça se passe bien à l'école aussi. Voilà. Donc oui, je vais me présenter aussi rapidement parce que pourquoi je vais faire le lien, pourquoi je suis arrivé à Stop VEO aussi. Donc je suis, vu de l'accent que j'ai, je suis de Toulouse, de la région toulousaine. Et ce que j'ai fait depuis longtemps, c'est essayer de garder cette âme d'enfant, en fait. J'essaie de garder cette âme d'enfant parce que j'ai pas eu. On m'a toujours dit, quand on est enfant, et quand on est adulte, en fait. Et que finalement, qu'il y a vraiment un grand fossé entre les deux et que on passe de l'un à l'autre directement. Et moi, j'ai pas eu l'impression de passer, on va dire, à l'âge adulte. Ok, on a nos responsabilités, mais j'ai gardé quand même ce sentiment de regard sur l'enfant et de ses capacités et de se dire, mais nous, quand on était enfant, quand même, on avait quand même on réfléchissait, il y avait des choses qui nous venaient, il y avait des émotions aussi. Donc ça, ça m'a gardé. Quand j'étais petit à l'école, ça se passait super bien. J'étais avec les copains, certains enseignants des fois étaient un peu relous, mais ça s'est passé super bien. Et là où ça s'est gâté, c'est à la rupture de mes parents. Ça a été très difficile entre eux. Il y avait pas mal de violences conjugales aussi. Et c'est là où ça s'est gâté parce que j'ai vu que des adultes pouvaient se faire beaucoup de mal en fait. Ouais. Et moi, ça m'avait vraiment marqué. J'ai eu beaucoup d'images de violence autour de moi, au milieu familial, hein, pas à l'école. Et il y a beaucoup de phrases qui m'ont marqué de mes parents quand ils étaient dans leur colère. Il y a eu beaucoup de phrases d'enseignants après, parce que évidemment, quand on subit ça, en fait, quand on est enfant, on n'a pas envie
on n'a pas envie forcément de travailler correct, quoi. On a envie de travailler, mais on est un peu pris par par la peur de ce qui peut arriver. Euh, Même si je sentais que moi-même, mon intégrité physique n'allait pas être, on va dire, bafouée en fait. Moi, on me tapait pas, on m'a jamais tapé, au contraire. Mes parents étaient très bienveillants envers moi. D'ailleurs, ils se disputaient ma garde pour m'avoir à tout prix. Donc oui, c'était quelque chose d'important pour eux. Mais ce que j'ai appris après dans le tard, c'est que leurs difficultés étaient très tabou à leur époque. Ils n'en Ouais. parlaient pas. Et je pense que en parlant, alors évidemment, ma mère aussi a eu un suivi aussi psychologique parce que c'était quand même important. Mon Mmh. père, lui, se refusait parce que il se disait pas fou. C'est clair, c'est pas un terme d'être fou, c'est un terme de mal-être. C'est ça, il avait là. Bien C'était sûr, mais difficile pour lui. c'est Ouais, une époque aussi où, la santé mentale ou tout ce qui peut tourner autour avait tout de suite ouais, une connotation de folie, c'est ça. qu'on a beaucoup moins, à notre époque et heureusement, parce que ça nous Oui, permet, de prendre soin aussi de notre santé mentale. Mais quand tu regardes dans les années 80, enfin, dire que tu allais voir un psy à cette époque-là en France, mais ça voulait dire ouais, en fait que tu étais malade mental. oui, c'est C'est ce ça. qu'on disait à ce moment-là Ouais. et c'était extrêmement mal vu, c'était compliqué. C'était très compliqué et donc ouais, c'était très compliqué. Moi, j'ai eu j'ai encore des visions de violence qui sont encore en moi. J'en parle maintenant sans pleurs et tout ça parce que j'ai fait De travail. beaucoup de psychothérapie, ouais, Mmh. psychothérapie, de l'EMDR, plein de choses alternatives. Voilà, c'est pour ça que ça m'a aidé à aussi à évacuer cette forme de culpabilité, mine de rien, malgré tout, même si je savais au fond de moi que c'était pas de ma faute qu'ils se séparent, parce que je voyais qu'ils s'entendaient pas et que moi, ça me faisait du mal qu'ils soient plus ensemble. Ça, c'est clair, comme un enfant qui aimerait que ses parents restent ensemble. Bien Mais je me sûr. suis dit, mais non, moi, je veux pas qu'ils restent ensemble pour faire autant de violence, quoi. Et donc, oui, donc voilà, la première chose, les violences intrafamiliales, déjà, ces violences-là m'ont marqué. Et en tant qu'enfant, c'est vrai qu'à l'époque, on en parle beaucoup plus maintenant, et tant mieux, Mmh. qu'on n'en parlait pas. Et puis, c'était tabou, hein, on avait honte. On s'est dit, purée, mais nos parents font ça. Moi, je ne vais pas en parler aux autres parce que c'était un sentiment de honte d'avoir des parents qui puissent pas se parler. Voilà, Mmh. ça a été vraiment un élément difficile, mais à l'époque, quand tu es enfant, en fait, tu passes assez rapidement parce que tu es sur l'instant présent, tu es avec les Ouais. copains. Voilà, j'étais plus, on va dire, un peu plus envie de faire de sport, envie de bouger. Ça, c'est Oui, clair, je l'ai chercher toujours des eu. ressources ailleurs, en Ah fait ouais, il fallait et que pour j'évacue. pouvoir évacuer Voilà. Et après, au collège, ouais, ça s'est un peu dégradé. Ouais, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et puis, l'adolescence venant, comme ben, j'avais ce stress prépondérant tout le temps, j'avais de la peine à travailler. J'avais de la peine à avoir des résultats scolaires. Et là, je refais le lien avec Stopéo, j'ai eu beaucoup de violences éducatives ordinaires à l'école parce que j'étais un élève qui n'était pas bon, quoi, pas bon. Alors, je suis encore en train de dire pas bon parce qu'on me disait que j'étais pas bon, mais en oui, fait, c'est une c'est étiquette qui reste un peu ouais, quand même. une jugement de valeur très lourde en fait. Ouais, Et, et en fait, ce que j'ai compris, c'est que dans les apprentissages, tu peux pas apprendre si t'es pas dans un sentiment de sécurité, de bien-être. Donc déjà, tout à fait. un premier rapport. Et donc oui, là, ce sentiment, ben, ma mère, ben, voilà, mère célibataire, parce que mon père n'était absent, qui travaillait jusqu'à 20 heures le soir, ben, voilà, comme un enfant, et puis elle n'avait pas les ressources nécessaires. Pourtant, elle en a fait, hein, elle en a payé des personnes pour venir me garder. Mais Ouais. j'ai dit, c'est pas la peine, finalement, garde les sous, parce que c'était compliqué à la fin du mois. Donc, voilà, et puis j'avais pas envie d'y aller, j'avais envie de sortir avec les copains, j'étais plus en train de m'amuser qu'en train d'étudier, et puis elle avait pas ce suivi personnalisé comme ça, et quand elle rentrait à 20 heures, elle était RMT, elle avait pas envie de faire les devoirs, parce que au début elle le faisait, mais elle le faisait très mal, c'était une souffrance à faire les devoirs, en train de faire, ah mais ça tu le sais pas, et allez on va y aller, et c'était à la dure, Ouais, pas en train de cogner, mais ah là, tant que tu sais pas, tu feras pas ça, tant que, voilà. ouais. Et, voilà, c'était très raide, quoi. Et
tout le collège a été très difficile. Voilà, entre du harcèlement, quand j'étais plus jeune, j'étais harcelé, quand j'étais plus grand, c'est moi qui ai été harcelé. Donc on voyait qu'il y avait une fragilité dans ma personne et que les gens s'engouffraient ou pas dans ça. Ouais. Et que moi j'avais certainement à des moments des compétences pour dire non et parfois j'avais plus envie. En fait, ça dépendait des moments. Le sport quand même m'a bien aidé à m'émanciper. Et après, voilà, à l'adolescence, pour X raisons, eh ben, mon corps a dit stop. Je n'arrivais plus à dormir correctement. Voilà, j'arrivais plus à dormir correctement, à m'enlever en fait du sommeil. Et du coup, à un moment donné, ben, je savais plus où j'étais, qu'est-ce que je faisais. Et voilà, mon médecin m'a dit, ben là, il faut que Laurent aille dans une structure pour dormir correctement. Donc, je suis allé à l'hôpital. Voilà, donc voilà, là, c'était vraiment, j'étais vraiment, ouais, j'ai vu beaucoup de souffrance à l'hôpital parce que j'étais en fait dans un secteur d'enfants, euh, des problèmes psy en fait, Ouais. mais que ça pouvait être de l'anorexie, ça peut être de la boulimie, des enfants qui étaient en retard mental. En fait, je ne connaissais pas ça en fait. Moi, je me suis dit, mais Ah, tu où découvrais j'atterris? un Je panel. découvrais un D'accord. environnement que pour moi, je me suis dit, mais il y avait des enfants comme ça aussi. Voilà, oui, tu vois, par exemple, des trucs qui marquent, c'est quand on attachait des enfants au lit parce qu'ils étaient tellement maigres que s'ils se levaient, ils risquaient leur vie. Voilà, voilà, c'est des moments rudes et en fait que Ouais. j'ai l'impression qu'à l'époque, on n'y faisait pas gaffe, quoi. Bon, voilà, on n'a que cette structure-là, il va aller là, il point barre, il va être mélangé avec tout le monde. Et j'ai vu aussi des violences éducatives de personnel parce que, bon, pour X raisons, c'était violent. Moi, on me dit, ben, si tu prends pas le cachet, on te fait la piqûre. Donc, c'est l'un ou l'autre. Ouais, donc en fait, j'ai pas d'alternative. Il faut que Oui, je le prenne, ce c'est truc-là. le pire ou le moins pire? Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, comme on dit, à chaque fois, c'est pour ta santé. Quand on dit beaucoup, ben ouais, mais là, c'est sa santé. Bon, ben là, il a pas le choix. Et pourtant, moi, je le refusais. Je me suis dit, mais déjà, je suis pas comme eux. Déjà, j'ai l'impression qu'ils voulaient me faire comme eux. Là, j'ai dit, ah non, je veux pas être un zombie ou quelqu'un, j'ai pas de Oui, problème il y avait comme cette ça, quoi. peur de Mais ouais, d'où j'arrivais. Et puis, on enfermait les gens dans les chambres, quoi. On ouais, enfermait les gens dans les chambres, quoi. Moi, j'avais peur qu'on m'enferme aussi. J'étais déjà enfermé, je pouvais pas sortir quand je voulais, ça c'est clair. C'était un service fermé. Donc, d'accord. voilà, cette violence-là était assez importante aussi. Et puis, bon, au fur et à mesure, j'y reste pas longtemps, hein, puisque je reprends mes esprits. Au bout de 3 mois, ça a commencé à être mieux et je reprends on va dire un hôpital de jour avec des éducateurs et à la fois, on va dire, euh, un hôpital de jour avec des éducateurs et j'allais aux matières dites nobles à l'école, français, maths, anglais, parce que j'avais envie de faire autre chose, mais c'était ça qu'il fallait faire en premier. D'accord. Voilà, ça aussi, on n'avait pas le choix. Pourtant, je vais aller à l'école, j'avais pas envie d'aller là, je préfère aller faire. Je pouvais pas faire 2 heures de sport là. Non, bah, tant pis. Non. Donc voilà. Et au fur et à mesure, eh bien, on me demande, ça serait bien d'aller dans une clinique médico-psychologique, à la clinique Jean Sarail à Aire-sur-Adour. Et là, je pense que c'est la première pierre de la reconstruction. D'accord. Euh, c'est là où j'ai eu et j'ai vu des personnes qui étaient là pour vraiment mon bien, quoi. C'est-à-dire, D'accord. là, Ouais. j'ai ressenti une écoute des personnes qui étaient là pour ça, en fait. Et aussi ce rôle, on va dire, de parents. C'est pas des parents, on va dire, c'était des infirmiers aussi. Tu vois, c'était pas des éducateurs, c'était des infirmiers, mais ils étaient pas en blouse. Oui. Ils étaient en Oui, elles civil. étaient vraiment là dans Ils, l'idée un peu du care, enfin de prendre soin de la personne. Exactement. Prendre soin, à la fois, ils étaient là pour les soins, parce que voilà, si on avait des médicaments pour X raisons, Oui, mais mais à la aussi fois, prendre soin, ben, ce qui il y a est prendre soin parce que moi, j'ai identifié des personnes qui m'aidaient pour les maths, qui m'aidaient pour le français, qui m'aidaient pour ça. Et ce que je dis, et je le redirai jamais assez, dans cette clinique, il y a l'animation, et c'est ça qui m'a aussi tiré vers le haut, notamment le cirque. Donc, je le dis, l'AFCA, à Aire-sur-Adour, l'association française de cirque adapté, qui m'a vraiment, avec Thierry Truffaut, qui est à la retraite, mais il se reconnaîtra, qui m'a vraiment, ouais, on va dire, redonner un peu de chip comme ça sur toi, en te disant, voilà, tu vaux quelque chose. Voilà, il y a quelque chose en toi qui est bien. Euh, et, euh, et ouais, et en même temps,
voilà, de savoir jongler, de savoir faire un peu d'acrobatie. Ben, en fait, ouais, mais tout le monde le fait pas. Ah bah Et du non. coup, moi, dans ma tête, toujours, ben, voilà, c'est quelque chose que des autres n'ont pas. Alors que jusqu'à présent, c'était banal, en fait. J'étais banal, en fait. Pour moi, j'étais banal. Il y avait rien que je savais faire. On me disait que j'étais nul, que j'étais pas bon. Donc, forcément, il Oui, y avait le pas peu de que tu plus-value. faisais n'était pas bon et Ouais, pour moi, le ressenti que je dans faisais. ce que Mais oui, oui, quand je regarde mes notes, j'étais pas à 2 de moyenne. J'étais à ouais. 8-9, quoi. Tu vois, j'étais pas non plus hyper mauvais. Mais, mais, mais voilà, c'est ce sentiment-là de dégradé, d'estime de soi dégradée. Voilà, les violences éducatives ont fait que ça s'est fortement dégradé. Ouais, ouais, ça Et, s'est ancré en toi et là, tout d'un coup, dans cette clinique, tu trouves des ben, personnes qui sont à l'écoute, qui sont qui là sont à pour l'écoute. toi, C'est ça. qui te soignent, mais qui te portent aussi. Oui. Et donc, voilà, et donc, Jean Sarail, ben, moi, je suis un poisson dans l'eau là-bas. Bien sûr. Le cirque, ça a été voilà, cette étape de reconstruction et ça m'a toujours suivi. Et alors, qu'est-ce qui t'a finalement mené vers Stop VO? J'ai rencontré Stop VO ben, j'étais adhérent déjà dès le départ, et après je suis allé sur une AG. Mmh. Voilà, je me suis présenté à la fin, j'avais envie, bah, de dire, ben, voilà ce que je faisais, que j'étais un peu intéressé de par ce qu'il faisait. Oui. Et, de fur et à mesure, ben, j'ai rencontré d'autres personnes. Il s'avère qu'il y avait un fort besoin de formation aussi parce que, ben, voilà, la loi était passée en 2019. Pour les auditrices et auditeurs, tu fais référence à la loi de décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille. Exactement. Stop VO, qui était vraiment militant pour faire passer cette loi, voilà, qui a été sur les réseaux sociaux pour faire passer le message en disant que c'était très important ben, pour la société française, pour que ça aille mieux. Voilà, moi j'adorais quoi, j'ai matché, on va dire, comme on dit maintenant, hein, matché dans ce qu'on a dans leur discours. Et du coup, ben, on s'est dit, ben, maintenant, il faut que les professionnels le sachent, quoi. Que ça, c'est interdit, que ça soit les professionnels au sens large de l'enfance. Et on s'était dit il y a 2 ans qu'il faudrait quand même qu'on puisse de faire de la formation. Donc on s'est posé toute la question de faire une formation. Bon, moi, j'ai ce diplôme-là, donc j'ai pu aussi dire, ben, ça serait bien de faire un organisme de formation. On a fait la certification Calliope l'année dernière, donc en 2022, de janvier à mai. Ah, ça a été plutôt rapide. On a été certifié en mai sans dysfonctionnement. Donc, on était très content de Du pas. premier Ouais, ouais, coup? ouais, on a fait. Moi, je remercie tous mes collègues parce on est très complémentaires et à la fois une forte envie, et tout ça bénévole évidemment, forte envie de s'engager et de militer pour que ça change, pour qu'on voit l'enfant autrement que ce qu'on le voit encore actuellement. Et cette démarche a été belle. Donc là, on finit, là, l'été dernier, on s'est dit, ben, on commence ben, on va démarcher, quoi. On va faire notre prospecting, comme on dit, dans les. Mais on s'est dit, bon, voilà, on n'est pas. Moi, j'en ai fait parce que je fais un peu de vente, je sais ce que c'est, mais c'est pas mon fort. J'aime pas déranger les gens pour savoir est-ce que ça, ils en ont besoin et tout ça. C'est vrai, mais bon, il va falloir peut-être le faire à terme. Je le dis à terme, pourquoi? Parce que ben, dès mi-novembre, quand on a su que ça était parti, ben, on a répondu tout simplement à des besoins déjà de structures qui nous ont écrit en disant ben, que nous, c'est important pour nous, on aimerait faire une formation. Et voilà, pour l'instant, on a répondu au projet, aux besoins en tout cas. Voilà, on a envoyé pas mal de devis partout, national, hein, en France et hors France. Mais alors, vous avez mis en place une formation pour les professionnels et vous avez créé une formation pour les non-pros, comme les parents par exemple? Pour l'instant, non. Alors, évidemment, ce sont des professionnels qui ont déjà sont avisés un petit peu, ils connaissent un peu et ils veulent que ça transpire dans leurs équipes. Et, c'est la première chose. Et c'est vrai que c'est très complexe de dire à un moment donné, voilà, pour ceux qui ne sont pas éveillés un peu, de se dire, ben voilà, il y a ça qui existe, mais de quoi tu parles, quoi, tu vois? Presque ça va remettre trop en question plein de choses. Et c'est vrai que ben là, on répond pour l'instant à un besoin très ciblé sur des structures d'accueil, notamment beaucoup de la petite enfance, Oui. qui ont envie ben, que leurs professionnels ben, soient encore plus à l'écoute, plus voilà,
on sait toutes les difficultés qu'il y a dans les crèches en termes de recrutement, en termes d'encadrement, de taux d'encadrement qui s'est élevé malheureusement, quoi. Oui. Donc on sait très bien que la bienveillance est au centre et au cœur des projets de la petite enfance, mais que de la bientraitance malheureusement est très, je dis pas qu'ils sont maltraités, c'est pas ça, hein, c'est pas vrai. Mhm. Mais la bientraitance, ça veut dire est-ce que j'accorde à tout le monde le temps nécessaire pour qu'il soit le plus épanoui possible en fait. C'est tout l'enjeu des collectivités. Et c'est vrai que voilà, on est Jérôme me contredira pas, Jérôme qui est le directeur de crèche qui est dans notre équipe. Voilà, c'est très compliqué, même s'ils font leur maximum, d'être à 100% avec les enfants tout le temps. Oui, c'est pas évident. De toute façon, c'est simple. Il dit, voilà, ils sont 1 pour 8, je crois, si je me plante pas. 1 pour 8. Oui, ça dépend de l'âge des enfants. De l'âge, voilà, quand il marche pas. Mais voilà, s'il y en a un qui va changer un bébé, du coup, il y en a un qui se retrouve tout seul avec 16 enfants, quoi. Oui, c'est mathématique. Donc, et ouais, c'est ça. C'est une évidence. Alors, en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment l'éveil, c'est-à-dire, il y a des choses qu'ils connaissent déjà de par leur parcours professionnel, notamment comment fonctionne. Oui, ils sont formés Ouais. tout au long de leur carrière Oui, professionnelle. normalement, oui, quand même. Mais à la fois, c'est aussi une piqûre de rappel en disant, voilà, comment fonctionne un enfant, quelles sont ses capacités, quel est le regard que j'ai sur lui, surtout, et comment j'interprète les caprices. Voilà, certains, voilà. Oh, le vilain mot, Laurent. Ah, exactement. C'est pour ça que je fais caprice avec les entre guillemets. Nous savons que derrière chaque comportement de l'enfant se cache un besoin. Oui, c'est vrai. Non, évidemment que les caprices n'existent pas et que l'enfant ne nous manipule pas et ça, et pour enlever aux gens cette idée-là de la tête que c'est quelque chose qu'il faut redresser parce qu'il y a le mal en eux, déjà, c'est raide. Voilà, déjà. Voilà. Mais bon, on fait de notre mieux. En tout cas, on aide les professionnels dans les mises en situation aussi de la vie professionnelle pour décortiquer un petit peu tout ce qui peut y arriver aussi. Voilà, les mots, les attitudes, voilà, tout ça. Et voilà. Et donc, du coup, on a conçu une formation de 7 heures, voilà, qui est vraiment un bon bloc socle commun de ce qui sont les violences éducatives ordinaires et avoir des amorces et des pistes pour, dans la structure, faire mieux. Mhm. Et après, on a vu aussi, par rapport aux demandes, que 7 heures, parfois, alors, évidemment, 7 heures, on peut la faire en 2 fois 3h30, Oui. mais parfois, ils n'ont pas assez, au niveau budget ou autre, peu importe, hein, aussi les ressources aussi en interne, Mhm. parce que la formation de 7 heures, c'est pour 10 professionnels, et la formation de 3 heures, c'est pour 20-25. Donc, quand ils sont plus nombreux, voilà, et ça passe plus en termes d'heures aussi, et c'est plus facile de poser une demi-journée qu'une journée entière pour certains. Mhm. Donc voilà, ça c'est la formation professionnelle, et aussi, la mairie de Paris qui demandait est-ce que vous avez la possibilité d'accompagner aussi les parents sur cette thématique. Voilà, et puis nous, on a de la ressource hein, dans notre équipe. On a des personnes qui font ça super bien. Voilà, et on accompagne aussi sur ces thématiques-là, tout simplement. Voilà, mon enfant a 2 ans, voilà, jusqu'à présent, il écoutait, là, il veut plus, il affirme le non, il commence à galoper partout. Voilà, c'est fatigant. Et puis voilà, il y a de l'injonction des parents parce que voilà, le time, tout ça, hein, il faut manger, il faut faire ci, il faut faire le bain, bon voilà, et ça met des tensions propres évidemment dans la famille, et c'est très beau ces ateliers-là parce que les parents ils voient qu'ils sont pas tout seuls déjà, Et oui, c'est tellement important de constater qu'on est tous logés à la même enseigne finalement. et ils voient aussi que c'est quelque chose qui c'est dur pour eux parce que voilà, on a envie quand même que notre enfant il mange à leur faim, tout ça, et que ça prend du temps, donc et puis il mange pas, et puis moi je m'énerve, voilà. Et donc c'est vrai que quand on se focalise sur quelque chose et quand ça cristallise trop, c'est difficile après de faire partir les cris, les menaces, hein, voilà. Mhm. D'où les violences qui peuvent arriver derrière. Oui, c'est pas évident. Donc voilà, on accompagne aussi ces parents-là, et c'est très chouette parce que
ils reviennent, ils font le lien. Alors, c'est avec, pour l'instant, on le fait beaucoup à la mairie de Paris, mais comme ils sont sur place, donc ils font le lien, ils se donnent leur numéro, ils peuvent se voir ailleurs. Donc, c'est aussi un lien entre parents de se dire, ben, moi, je vais à la ludothèque, si tu as envie de me retrouver, on pourra faire ça. Donc, voilà, c'est un maillage qui est au-delà on va dire, de l'atelier proprement dit pour les aider aussi dans leur parentalité. C'est aussi de reconnexion avec d'autres personnes et d'échanger aussi sur la parentalité en dehors de nous. Ah oui, ça les sort de leur isolement pour recréer du lien social, c'est top. Exact. Oui. Ben oui, oui. Et puis, des fois, en tout cas, à l'époque, et encore moi maintenant ça va mieux, mais ben ouais, on n'ose pas. On se dit, est-ce on est bon parent? En fait, on culpabilise. Ça veut dire que si je vais à l'atelier, c'est que je suis pas un bon parent. Et si je suis pas un bon parent, et du coup, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et c'est pas du tout ça. C'est vraiment pas du tout. Mais c'est réellement fondamental de permettre aux parents de comprendre qu'on vit tous les mêmes galères et qu'on n'est pas seul et que même si on se plante, on peut réparer. Oui. Et que aller à un atelier ne signifie pas qu'on est un mauvais parent, loin de là. Exactement. Après, voilà, en fait, ça a avancé aussi au niveau de la société. Après, il y a beaucoup d'injonctions, parfois avec beaucoup de livres, de méthodes. Des fois, c'est difficile de s'y repérer, mais ce qu'on dit souvent aux parents, c'est en fait, vous êtes les bons parents. Point. Arrêtez de vous dire est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon. Vous êtes les bons parents parce que vous êtes les parents. Donc déjà, stop. Et maintenant, en fait, s'il y a des difficultés, c'est normal. C'est même, on va dire, moi je dis souvent que nos enfants, en fait, sont là pour nous faire aussi grandir. Bien sûr, on grandit à leur côté. Et ouais, c'est ça. Et qu'ils sont pour nous faire grandir, parce qu'à un moment donné, si j'ai une difficulté, du coup, à nous de se dire, quoi, à nous, enfants et parents, de se raconter et de se dire, quelle est ta difficulté, quelle est la mienne, comment on peut matcher et se dire que ça soit gagnant-gagnant et pas toi tu gagnes parce que moi je gagne, je suis adulte et toi tu perds parce que tu es enfant. En fait. Ah, Voilà. la méthode gagnant-gagnant de Gordon. Gagnant-gagnant, exactement. Un outil extra pour la résolution de conflits. Oui. Et puis, tu vois, je me dis, il y a peut-être quelques papas ou quelques parents comme Laurent Granier qui ont vécu des choses un peu difficiles dans leur enfance et qui ont parfois reproduit des choses un peu dures parce que faut pas se leurrer, moi mon fils aîné avant que je connaisse ça, et il a pris des choses aussi, pas de belles choses. J'ai souvent crié, j'ai même mis des fessées parce que j'étais emporté par mes émotions et que j'avais vu que ça. Et donc du coup, tu peux pas dire ah oui, je culpabilisais à chaque fois que je faisais ça. Je dis mais non, mais c'est pas ça. Mais mais c'est fou que c'est pas ça en fait. C'était une évidence, mais c'est comme si on t'avait mis un truc à l'intérieur de tes veines en disant que tu vas réagir comme ça parce que tu as appris comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est vrai que si tu n'as pas tu vas avoir ce temps de réaction. Et si tu n'as pas ce temps de réponse adapté à la réaction, en tout cas si on ne t'a pas outillé ou on ne t'a pas un peu mis euh, au jus de ça, tu vas rester dans ce mécanisme, à part si Oui, dans ce schéma réflexe. dans ce schéma, voilà. Et je suis assez fier, en tout cas, de pouvoir d'avoir intégré Stop VO. Ça, c'est clair, je le remercie à chaque fois. Mais d'avoir assez fier de me dire à un moment donné, ce n'est pas ça que je veux. Mes tripes disent autrement. Pourtant, je réagis comme avant, en fait, comme mes parents, en fait. Et je pense que beaucoup de parents vont être comme ça. Ils vont se dire à un moment donné, non, je sais qu'au fond de moi, c'est pas ça. Et parce qu'ils sont en train de se reconnecter petit à petit à l'enfant qu'ils ont été. Et quand on se reconnecte à l'enfant qu'on a été, et on se dit à un moment donné, c'est pas ta faute, tu as reçu ça, tu valais pas ça, tu valais pas avoir ces mots-là, ces blessures, ces coups, c'est tes parents qui ont eu cette difficulté. Toi, tu te dis que c'est bon, maintenant, tu as compris, on va faire cette démarche de réparation. Et si on est dans ça, peu importe la méthode, peu importe ce que tu es en train de faire, c'est toi qui vas te outiller comme tu le sens. C'est pour ça qu'on le dit aux parents. On va pas vous répondre si c'était si simple. Ça aurait été réparé depuis C'est loin. sûr, s'il y avait une recette magique, on l'utiliserait tous. Et oui, on le ferait. Et tu vois, presque, je suis en train de me dire, Elodie, j'aimerais qu'à un moment donné, on n'ait plus besoin de lui. Que ça soit la norme. Comme en Suède. En Suède, un enfant ne sait même pas ce que c'est qu'une gifle. Il ne sait même pas ce que c'est qu'être mis au coin. Il ne sait même pas ce que c'est que. Et d'ailleurs, quand ils voient des enfants faire ça, ils sont choqués. Ils sont extrêmement
mal à l'aise, très, et du coup, Oui, c'est d'ailleurs un sujet porté par Marion Querc. oui, c'est ce regard-là, en fait, d'auteur d'enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on met, le regard sur l'enfant et se dire aussi que, ils sont tout à fait capables de faire plein de choses. Oui, tout à fait. Et j'invite, les gens à aller sur la chaîne YouTube aussi de Stop VO. Mmh. Il y a la conférence qui était déjà là depuis, avant qu'il y ait la formation, évidemment. Il y a beaucoup, d'adhérents qui sont dans cette démarche de vouloir nous aider, voilà, de vouloir aussi intégrer aussi, le la formation, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose. Donc ça, on est à l'écoute. Comme on est au début, évidemment, on va pas fermer, les propositions. Bien sûr qu'on on peut les accueillir, les voir, et peut-être à terme, beh, nous, on est 5-6 là à être, pouvoir être formateur. Voilà, et quand on pense que évidemment si c'est exponentiel et qu'on a besoin, d'autres personnes, parce que moi je suis à Toulouse et puis bon voilà, je voyage beaucoup, mais évidemment à terme s'il y a quelqu'un de qualifié, de pouvoir, évidemment faire ces formations et que j'aille pas à Strasbourg par exemple ou ailleurs, évidemment ça sera, beaucoup plus bénéfique aussi, et de tisser aussi un lien local. Ça c'est important aussi de pouvoir, développer localement, cette démarche-là, et qu'on soit aussi identifié non plus nationalement, on ne sait plus où vous êtes, mais avoir des figures de rattachement. Ça, c'est important aussi. Voilà, StopVO, on va dire, existe depuis 2016, mais un peu avant avec, sur les réseaux sociaux, mais 2016, voilà, elle a grandi, énormément parce que c'est des besoins, tout simplement, mais aussi, parce qu'on a essayé de se professionnaliser, de pouvoir répondre à un besoin de façon avec, une certaine qualité quand Bien même. sûr. Voilà, on est quand même dans des, l'équipe de formateurs, on est quand même des personnes de différents horizons. Voilà, moi je suis plus sur la petite enfance et le périscolaire. Voilà, Solène, elle est dans l'accompagnement à la parentalité, mais elle fait très bien aussi des formations parce que voilà, on l'a co-construit ensemble. C'est ça aussi. C'est-à-dire que la démarche, ça a été déjà une rencontre de personnes, de se connaître aussi, parce que à distance aussi, on a fait énormément de visio les soirs sur notre temps de perso, parce que, et oui, parce qu'on a chacun un travail, quoi, hein, pour l'instant. Oui, il est important de rappeler que vous êtes tous bénévoles à ce jour. Et oui, et oui. Voilà, on a notre travail. Voilà, Céline et Sylvie, alors Céline qui est la présidente et Sylvie qui est la responsable, administrative, ou la référente, voilà, on va dire administrative plutôt. On n'aime pas trop les trucs de responsable parce que ça fait, la responsabilité est partagée en fait, hein. Voilà, Céline, comme c'est la présidente, elle a vraiment cette vue d'ensemble, et cette chose de capitaine de navire. Mais voilà, Sylvie qui fait, un boulot monstre aussi administrativement, hein, tout ça sur son temps personnel aussi. Donc voilà, ce sont des gens quand même très investis, avec des valeurs, profondes, avec une démarche aussi d'accompagnement et de bienveillance, et d'accompagner avec empathie aussi les personnes qui vont venir dans nos formations. C'est super important aussi. En tout cas, on s'attache que ça va remuer, ça c'est clair, ça remue, notre personne, c'est au-delà de l'aspect, professionnel. Ça remue personnellement, ça remue professionnellement, et notre but, c'est pas faire du mal aux gens et de se dire: «Voilà, il faut que vous travaillez sur vous». C'est pas ça, c'est à un moment donné, oui, c'est aussi une démarche, heu, personnelle, afin d'accueillir le mieux l'enfant. Voilà, c'est vraiment un global, et c'est vrai que nous, on s'attache vraiment, en tout cas les futurs formateurs, si on a à recruter, et je pense qu'à terme on en recrutera, c'est que ces personnes-là soient en capacité à absorber, l'émotion des gens, la bienveillance la la non-culpabilisation des choses qu'ils peuvent faire au quotidien, parce que c'est vraiment pas du tout le cas. Nous, ce qu'on souhaite, c'est: vous avez fait ça, vous savez faire que ça, c'est normal que vous avez fait ça. Maintenant, vous êtes outillés, vous avez cette ouverture, à vous de bouger de votre posture et de travailler vers le meilleur pour l'enfant. Voilà. Et ça, c'est le message qu'on a à chaque fois, c'est que,
si on veut une société plus apaisée où on se fait plus la guerre comme on a en ce moment, alors c'est pas un monde de bisounours, mais on nous traite un peu de bisounours, mais sincèrement, quand tu as des personnes qui sont formées à l'empathie, qu'à l'enfant et dans la bienveillance, ouais, je suis désolé, mais tu peux qu'avoir des enfants qui sont dans la bienveillance derrière. Si on est dans, on va dire dans la violence, ben, si tu n'absorbes que de la violence, forcément tu vas faire de la violence, quoi. À part si tu fais comme beaucoup, ben, de psychothérapie, de trucs sur toi, de résilience, mais malgré tout, ben, tu as toujours quelques stigmates, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'on dit dans les formations, l'enfant, il n'a pas son cerveau qui est mature. Donc s'il n'a pas le cerveau qui est mature, il faut le faire maturer. Et le faire maturer le mieux possible, de façon optimale, c'est que dans la douceur et dans la bienveillance et dans la patience qu'on y arrive. Plus ça va acter sa sensibilité, plus ben, il va avoir des mécanismes de défense, d'évitement, de peur, de stress qui va altérer ses capacités cognitives. Et donc, du coup, on va faire un peu l'inverse qu'on souhaite avoir. Donc, mais ça, tant qu'il y en a qui butent et se disent, mais non, moi, j'en ai eu des fessées, j'en suis pas mort. Et nous, on répète à chaque fois, il y a toujours un enfant qui meurt tous les 5 jours des coups des parents. Ah oui, mais là, c'est de la maltraitance, ce que vous parlez. Oui, mais au départ, c'était de la violence éducative ordinaire qui n'a pas marché. Donc, on glisse à chaque fois sur le sujet VO maltraitance qui est très... Il n'y a pas de frontière, on ne dit pas à partir de là, c'est la maltraitance, à partir de là, c'est la VO, parce que c'est tellement aussi propre à chacun d'entre nous. Mais aussi, ben, on a besoin de dire à un moment donné, ben, avant le martinet à l'époque, avant donner des fessées, c'était usuel et c'était même prôné parce que c'était comme ça qu'il fallait faire. Maintenant, ça y est, le seuil commence à s'abaisser. Déjà, les fessées, bon, moyen. Il y en a qui en donnent encore, mais il y en a qui commencent à dire, ben non. Voilà, Fanny Vella disait autre chose, mais par exemple, sur le portage de bébé, ben à l'époque, on disait que le portage bébé, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as une hippie, n'importe quoi, une poussette, c'est bien. Et maintenant, on voit de plus en plus de portage bébé, donc on se dit, ben voilà, ça va doucement. Évidemment, on aimerait que ça aille plus vite parce que, ben, évidemment, on va dire, c'est ça. Et à la fois, on se dit aussi au niveau juridique, on va dire que l'éducation dite positive, ou en tout cas bienveillante, empathique, n'est pas un choix. C'est pas je choisis ça parce que c'est pas une mode, c'est la loi. La loi dit tu n'as plus le droit de frapper et de modifier et de dire et de modifier de frapper et d'avoir des menaces psychologiques à ton enfant. Donc à un moment donné, ça tu peux plus le faire. Ah oui, c'est sûr qu'on n'est plus du tout sur une question d'opinion ou de croyance. Il y a une loi et tout citoyen est tenu de la respecter. Exactement. C'est la loi. Et la loi, il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas. Après, souvent, on me dit, bah alors, du coup, je vais taper, je vais aller en prison, c'est ça ou alors, il y avait ça aussi, évidemment, tu ne vas pas forcément aller en prison, à part évidemment si tu fais des choses atroces à ton enfant. Mais par contre, aussi, on dit, oui, mais c'est mes enfants, je fais ce que je veux avec mes enfants. Eh ben non, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec tes enfants. Parce que ce n'est pas tes enfants, ils ne t'appartiennent pas, ce sont les enfants que tu as conçus, mais ce n'est pas les tiens à proprement dit. C'est comme si c'était un objet. C'est pas un objet, c'est une personne, quoi. Donc déjà, c'est une autre posture. Moi aussi, je le dis des fois. Je dis, moi, j'ai mes enfants qui sont à l'école. Non, c'est pas mes enfants. Faudrait les nommer d'ailleurs à chaque fois, à dire il y avait les prénoms, voilà. Mais vous voyez, c'est aussi un changement de sémantique, de posture, de regard. En fait, c'est tout une bascule à faire. Petit à petit par l'information. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire les formations pour informer, sensibiliser, amorcer, semer des graines. Ça c'est vraiment notre voilà, semer des graines, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie que ça fasse de la forêt de douceur et de bienveillance, même si ça fait très bisounours de dire ça. Mais en plus, tout le monde dit ouais, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Malheureusement quoi. Malheureusement quoi. En tout cas, merci Elodie pour cet échange. Merci à toi Laurent pour ton partage sur ton parcours et cette mise en lumière de Stop VO. Et voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié
et je vous encourage à visiter le site www.podcaston.org pour aller découvrir les autres podcasts qui se sont joints à moi pour cette première édition de Podcaston et qui ont mis en lumière beaucoup d'autres associations. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité et l'envie, de faire une promesse de don pour l'association Stop VEO. Je vous dis à dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.